Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde session du meeting sur les compétences, du webinaire sur les compétences. La reconversion massive est-elle une solution pour la reprise? Je vous rappelle que ce meeting s'est organisé en deux sessions. La première session a eu lieu la semaine dernière, le 24 septembre, en ligne, avec beaucoup de témoignages. Qui ont posé le contexte et qui ont illustré la problématique de la reconversion dans le numérique. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons maintenant, c'est plutôt un débat et des échanges autour d'un certain nombre de panélistes qui sont Marie Clarousse de Capgemini, mais chacun se présentera bien évidemment, Emmanuel Larocque de Social Builder, Yves Poilane du groupe Ionis, Michel Seban du groupe Fitech, Karine Salofkost de la ville de Paris et Attila Sekeli d'Open Classroom. Et puis, nous aurons le plaisir d'avoir une conclusion par Soumya Malimboum. En tout premier lieu, vu que cette session est particulière, ce webinaire est particulier puisqu'il a été scindé en deux, puisque nous devions faire une conférence au mois de mars sur le sujet, j'ai demandé, et elle a très gentiment accepté, à Emmanuel Larocque de Social Builder de participer à la première session et puis de nous faire une restitution courte, rapide et efficace, merci Emmanuel, de la première session, de façon à ce que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui puissent avoir une idée de ce qui a été échangé lors de la session précédente. Emmanuel, est-ce que tu veux bien prendre la main et nous dire un petit peu de quoi nous avons échangé la semaine dernière? Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je fais le point avec la session du 24. Nous avons évoqué, alors il y a eu une intervention de Véronique Marimon, qui est Chief People Officer de Salesforce, qui nous a présenté toutes les actions de l'entreprise très engagée sur la diversité et l'égalité des chances pour accélérer la transition des compétences et permettre de répondre aux besoins de compétences de l'écosystème Salesforce qui représente 150 000 emplois d'ici 2025. Et ensuite, nous avons eu deux témoignages très éclairants sur les enjeux et la difficulté de la reconversion. Deux femmes qui s'exprimaient sur les étapes donc, du bilan de compétences, l'identification du métier cible, la reprise de formation, jusqu'à avoir l'opportunité et la chance de trouver une première opportunité professionnelle qui est vraiment le challenge pour prouver ses compétences et dépasser les a priori sur le changement de secteur. Ce que moi je retiens plus spécifiquement, c'est que pour tirer vraiment tous les bénéfices de la réorientation professionnelle, ce sont aussi aux entreprises et aux recruteurs d'opérer un changement de paradigme pour mieux valoriser notamment tout ce qui est les human skills, les compétences transverses, qui sont en fait les clés d'adaptabilité, d'apprentissage continu. Ça a été relevé à plusieurs reprises. Ma propre intervention du côté de Social Builder portait sur les enjeux spécifiques et les freins spécifiques à la reconversion et la réorientation des femmes dans le numérique. Parce qu'on observe un recul du pourcentage des femmes dans le numérique, qui est la seule filière à connaître ce recul de la mixité depuis une trentaine d'années. Et on a bien sûr partagé pendant cette table ronde, et ce n'est plus à démontrer, l'enjeu en matière d'employabilité des femmes et aussi de compétitivité économique. Et ces deux exemples de réorientation et de repositionnement professionnel réussi qui montrent à quel point la réorientation paye et est vraiment un levier de compétitivité. Merci beaucoup Emmanuel pour ce compte-rendu effectivement précis. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de démarrer le débat sur les sujets effectivement qu'Emmanuel a lancé. Pour démarrer un peu le débat, déjà, quels sont nos invités? J'invite Yves Poilane, qui est directeur général du pôle technologique du groupe Ionis, à intervenir. D'ailleurs, Yves en était aussi l'ancien directeur de Télécom Paris. Bonjour Yves. En tant que directeur d'école d'ingénieurs, comment voyez-vous la problématique de la recherche de talents, notamment donc au groupe Ionis, qui est plutôt lui axé formation initiale, alors que notre thématique effectivement est la reconversion? Pardon, ok. Voilà, donc oui, effectivement, je suis directeur général du pôle technologique du groupe Ionis. Le groupe Ionis, c'est le premier groupe privé d'enseignement supérieur français. C'est 30 000 étudiants et dans les domaines du marketing, du commercial, du design de la mode, mais surtout de l'ingénierie et d'expertise, notamment dans le numérique. Donc, c'est des marques
comme Epita, Epitech, que tout le monde connaît, ESME Sudria. Et puis on vient de racheter récemment Supinfo, donc pour dire qu'on est un groupe qui cherche aussi un peu à agréger les acteurs français de l'enseignement supérieur, notamment dans le domaine du numérique. On est très centré formation initiale, tu l'as dit, et présentiel d'ailleurs, on y reviendra probablement, hein, on parlera du distanciel, de la place du distanciel dans la reconversion. Et je dirais la formation initiale reste quand même le premier fournisseur d'ingénieurs et d'experts dans le domaine du numérique. Parce que les statistiques sont assez claires. Et au passage, le privé a été le premier, enfin, celui qui a pris la plus grosse part de la croissance des effectifs d'ingénieurs jeunes diplômés, avec un business model qui est assez simple. Alors, venant du public et allant dans le privé, je suis assez bien placé pour voir la différence de business model entre le public et le privé et la contribution que le privé peut faire à la croissance d'effectifs des ingénieurs du numérique. Alors, je dirais simplement, peut-être pour terminer là-dessus, c'est qu'en l'état actuel, en ce moment, au moment où on se parle, on est plus préoccupé, en tout cas sensibilisé et attentif au placement de nos jeunes diplômés de la promotion 2020, du fait de la crise sanitaire, qu'au reskilling évidemment des ingénieurs en place. On peut imaginer que les entreprises soient plus tentées de ne pas recruter plutôt que de licencier ou de redéployer les ingénieurs en place. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous nos jeunes diplômés ne sortent pas tous cet été parce que la crise a également provoqué des décalages de soutenance de stage. Bref, mais en tout état de cause, je dirais, en décalage par rapport à le sujet même du webinaire, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, notre priorité est déjà d'assurer le bon placement de nos jeunes diplômés, y compris dans le numérique. On n'est pas inquiet, mais en tout cas, on est vigilant. Voilà. Très bien. Écoute, Yves, depuis plusieurs années, la pénurie d'informaticiens est présente et aujourd'hui, elle est plus criante dans les métiers du numérique, hein, tu le sais. Les statistiques européennes sur le manque d'informaticiens montrent qu'aujourd'hui, il manque 800 000 informaticiens en Europe, 80 000 en France, et les écoles, d'ailleurs, n'auraient peut-être même pas la capacité de former tout le monde si on avait effectivement tout le monde. La reconversion pour trouver des talents apparaît donc effectivement comme une solution, mais pour toi, finalement, toi qui fais effectivement formation initiale, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par toi, que signifie reconvertir? Car il y a plusieurs définitions. Il y a le reskilling, il y a l'upskilling, que signifie pour toi effectivement ces termes? Alors, rapidement. Je pense effectivement que le système éducatif en formation initiale n'arrive pas nécessairement à faire face à la totalité des besoins des entreprises, même si j'ai dit que le privé me semblait plus agile à cet égard que le public. Mais je pense que de toute façon, dans la reconversion, il y a un enjeu social, et en particulier dans l'informatique, face à l'obsolescence accélérée des technologies. C'est-à-dire que de toute façon, les entreprises sont, je ne dirais pas condamnées, mais il est de saine gestion des ressources humaines que de travailler à la reconversion des salariés, en particulier dans le domaine du numérique, face à une évolution technologique qui est quand même assez forte, que ce soit les nouveaux langages, donc sur des champs purement techniques, ou des nouveaux paradigmes, y compris en matière de méthodes de développement de systèmes d'information. On est passé aux méthodes agiles, Scrum, etc. Donc je dirais que, quels que soient les impératifs volumétriques ou les besoins quantitatifs, il y a un enjeu social dans les entreprises à la reconversion et à des salariés. Donc ça, c'est du reskilling. Pour répondre à ta question, il y a déjà un enjeu de reskilling. Hein, ça, c'est sûr, dans le domaine du numérique, encore plus que dans tous les autres domaines, pour la raison que je viens d'évoquer. Après, pour parler de l'upskilling, alors là, je dirais que là, on est sur le territoire, entre guillemets, des établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'effectivement, ce qui caractérise nos formations, c'est la capacité à délivrer des diplômes, des certificats, que ce soit des diplômes d'établissement, des diplômes d'ingénieurs, les diplômes visés par l'État, valant grade de master, les labels de la conférence des grandes écoles. Donc je dirais qu'il y a évidemment de la place pour les deux. Le reskilling absolument impératif au regard de l'évolution des technologies, et l'upskilling parce que les entreprises ont aussi besoin d'offrir des perspectives de carrière à leurs ingénieurs ou experts, et que les établissements d'enseignement supérieur que je représente sont là pour leur donner des garanties sur le niveau obtenu par les salariés que l'on forme par la voie de la formation continue. Et donc, nous avons, toutes nos écoles publiques privées ont une activité, on y reviendra, de formation continue, diplômante ou certifiante, qui rassure les entreprises sur le niveau atteint dans le cadre de l'upskilling par leurs salariés.
Très bien, merci Yves. Alors justement, puisqu'on parle de upskilling, skilling et puis aussi d'école, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Clarousse, qui est directrice de l'école by Capgemini. Marie, bonjour. Chez Capgemini, vous avez mis en place un dispositif complémentaire à la formation avec justement cette école by Capgemini, avec un focus important sur les soft skills. Vous pouvez nous en parler et puis pour réagir pour rebondir sur ce que disait Yves, upskilling, reskilling, ces mots vous parlent certainement. Est-ce que ce sont des accélérateurs de carrière? Je vous laisse me répondre. Merci Frédéric, bonjour à tous. Marie Clarousse, donc je suis effectivement directrice de l'école by Capgemini. Capgemini, un groupe de 25 000 personnes en France et plus de 250 000 personnes dans le monde. La notion et l'intérêt que l'on porte au développement de compétences est extrêmement fort chez Capgemini. On sait aujourd'hui que quand on intègre une entreprise ou quand on rentre sur le marché du travail, on va changer une dizaine de fois de métier tout au long de notre vie. Donc aujourd'hui, il est important effectivement d'accompagner le développement de compétences. Alors que ce soit, comme le disait Yves, sur des activités d'upskilling, de reskilling, de reconversion professionnelle, pour effectivement coller au marché. Le marché évolue très vite. Dans le numérique, on sait que la visibilité que l'on a, elle est à 18 ou 24 mois. Et sur la base de ce constat-là, Capgemini a fait le choix de créer effectivement sa propre école en association avec des partenaires leaders sur leur marché, puisqu'on s'associe systématiquement à un partenaire académique et un partenaire technologique en fonction des thématiques business que l'on adresse. Comme vous le disiez, Frédéric, et je reprends aussi ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il est important aujourd'hui de donner la possibilité à un certain nombre de salariés de pouvoir changer de trajectoire professionnelle, se repositionner en fonction des orientations, des offres, de ce qu'attend le marché. Et on a fait le choix effectivement de travailler autour des soft skills et de l'appétence. Finalement, on pourrait avoir, en tout cas, il y a une vision qui est de dire un profil aujourd'hui, il a un certain nombre de compétences. Et ben voilà, c'est important qu'il ait un spectre de compétences, mais c'est aussi important qu'il ait des appétences et qu'on puisse développer au-delà de son spectre sur la base de son potentiel, de sa posture. Donc, dans le programme de formation de l'école by Capgemini, qui comprend 3 axes, les soft skills, le métier et la technologie. Finalement, les soft skills, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on aide chaque individu à identifier ce qu'il est, ce qu'il apporte, ses atouts, sa valeur dans l'entreprise et finalement à trouver sa place. Il n'y a pas de place attitrée, il n'y a pas des fonctions qui sont meilleures que d'autres. Chacun aujourd'hui a sa valeur et a sa place dans l'entreprise. Et donc, on aide nos collaborateurs ainsi que des profils que l'on recrute pour rentrer dans l'école et grandir chez Capgemini à trouver leur place, à développer et à intégrer les enjeux d'un métier et finalement à monter en compétence sur une solution qui répond à ces enjeux métiers. C'est extrêmement important d'avoir la vision sur les 3 aspects. Et donc pour ça, on est en collaboration, on s'associe avec des partenaires sur cet aspect-là. Et donc, on est plutôt effectivement dans des problématiques d'accélération de carrière, comme vous le précisiez, et puis aussi de reconversion quelque part de nouvelles chances pour les métiers de demain, puisqu'on ne connaît pas le futur, mais on vous y prépare chez Capgemini. Je vais me permettre une question. Vous avez parlé effectivement des soft skills. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la reconversion, les soft skills deviennent absolument essentielles. Et je dis bien le mot essentiel, ou finalement elles sont toujours aussi importantes qu'avant. Je fais une nuance sur les termes. Aujourd'hui, on ne cherche plus des gens qui savent, on cherche des gens qui savent apprendre. Et c'est ça qui devient essentiel finalement. Parce que la capacité de chacun à apprendre, à avoir de la flexibilité, à se remettre en question, à acquérir des nouvelles compétences, c'est ce qui fera l'employabilité de demain et c'est ce qui fera la carrière. Alors qu'il y a quelques années, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à recruter les profils sur ce qu'ils savaient faire. Et aujourd'hui, on est plutôt sur leur capacité à apprendre parce qu'on sait très bien que tout au long de leur carrière,
et particulièrement dans nos domaines, dans le domaine du numérique, ils vont devoir apprendre très régulièrement et changer d'orientation, et changer de techno, etc. Donc aujourd'hui, on est plus sur finalement non pas des contrats de tâches, mais des contrats de formation quand on embauche quelqu'un. Exactement, et l'entreprise aussi doit répondre à ces enjeux en étant une entreprise apprenante et non plus une entreprise qui positionne les gens dans un métier ou dans un secteur d'activité. C'est l'entreprise doit donner les moyens aux salariés de grandir et de devenir acteurs de leur parcours professionnel. Merci beaucoup, Marie. Attila Zekedi, vous êtes le VP Enterprise Business d'Open Classroom. Chez Open Classroom, effectivement, donc vous avez une approche différente. Vous avez mis en place une plateforme de formation et d'éducation à l'emploi avec une formation des adultes, avec de la reconversion par formation en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous décrire un petit peu cette plateforme, et puis après, j'aurai quelques questions à vous poser. Avec plaisir. Effectivement, comme vous l'avez bien précisé, Frédéric, Open Classrooms, nous sommes une plateforme d'éducation à l'emploi, 100% en ligne, mais aussi une entreprise à mission, une start-up du Next 40. Et notre objectif, c'est de rendre l'éducation accessible à tous, et notamment l'éducation professionnalisante, qui permet d'obtenir et préserver un emploi. Et donc, nous avons plusieurs millions de personnes qui utilisent nos cours gratuits sur notre plateforme, et des dizaines de milliers d'apprenants sur nos parcours de formation diplômante, autant des demandeurs d'emploi que des salariés en conversion ou en montée en compétences, mais aussi des apprentis, parce que nous sommes aussi un CFA 100% en ligne. Donc, avant de répondre à la question précisément sur l'approche, je voulais juste rappeler qu'il existait déjà, avant la pandémie, plusieurs grandes tendances qui nécessitaient une nouvelle approche pour faciliter une reconversion massive, notamment l'obsolescence des emplois. En fonction des études, on voit que d'ici 2030, il faut reconvertir à peu près 30% de la population active, donc environ 1 milliard de personnes au monde. Ça nécessite des approches un peu différentes en termes de capacité. Et une autre tendance qui se voyait déjà avant la pandémie, c'était la correspondance entre formation et emploi plutôt faible. Donc les candidats qui sont produits par les établissements d'enseignement supérieur, pas toujours, mais de temps en temps, ne correspondent pas en termes de compétences recherchées par les entreprises. Et donc une part importante des actifs occupent des postes pour lesquels qui ne correspondent pas au métier sur lequel ils ont été formés, à peu près 45% pour les jeunes débutants. Donc ça veut dire qu'avant la pandémie, il y avait déjà des mouvements tectoniques, et la pandémie n'a fait qu'exposer ces vulnérabilités du modèle traditionnel de la formation présentielle et de système d'enseignement supérieur. Donc, pour répondre plus précisément, nous, Open Classrooms, on propose une solution de rupture 100% en ligne pour passer à l'échelle et donner plus de flexibilité, d'agilité, pas forcément en ayant une approche technocrate où on laisse les gens se former devant leur ordinateur, mais on propose un mixte entre des modules de formation, un apprentissage par la pratique orientée projet et le mentorat, c'est-à-dire un accompagnement humain en one-to-one par un expert du domaine, pas forcément présentiel, car les échanges à distance peuvent permettre de monter à une échelle où, par exemple, un mentor peut former 5 étudiants avec seulement 5 fois 1 heure d'investissement, en plus de son job. Et donc, en recrutant des experts en tant que professeurs vacataires, comme des mentors à temps partiel, mais tout en respectant les référentiels des compétences de la certification professionnelle, voilà. On peut créer l'école de demain avec une montée à l'échelle pratiquement illimitée. Je comprends bien, Attila, effectivement, mais malgré tout, la plateforme est un outil. Quelles sont les difficultés de la formation en ligne? Parce que un professeur, effectivement, un mentor pour 5 personnes en ligne, pour vous, quelles sont les difficultés qui apparaissent pour pouvoir se former en ligne sur votre plateforme? Écoutez, donc, difficile de parler de difficultés, je vais vous dire qu'il y a sur les limites, mais bon, avant les difficultés, je résume juste les limites. Bien sûr, bien sûr. Juste, donc je rappelle, l'idée c'est vraiment de casser les contraintes temporelles et spatiales et créer plus de flexibilité pour que je puisse me former quand je veux, où je veux, et vraiment avoir une hyper personnalisation de mon parcours de formation selon mon contexte, mon expérience, avec un mentor qui fait un suivi personnel.
Donc, pour répondre un peu plus précisément à votre question, quelles sont les limites? Aujourd'hui, très sincèrement, c'est plutôt un success story. Je dirais que la limite aujourd'hui, je vois plutôt une question de vitesse d'adoption, c'est-à-dire à quelle vitesse on peut adopter ces nouvelles technologies. On voit très bien que la pandémie a changé les choses sur le télétravail. Avant, les gens étaient plutôt réfractaires, puis les entreprises aussi. Et là, on voit que, en fait, finalement, c'est la solution. Et certaines personnes sont aussi productives à distance qu'en présentiel, voire plus productives. Donc, la vitesse d'adoption, je pense que là, il y a des sujets comme qui a quelle part de responsabilité, quelle est la part de responsabilité des entreprises, des salariés, euh, pour finalement connaître ces nouveaux dispositifs comme le CPF, la formation en ligne, parce que les gens ne connaissent pas. Je pense que c'est vraiment une question de notoriété, une question de vitesse d'adoption. Et il faut mieux définir la responsabilité de chacun, les parties prenantes, les entreprises, les particuliers, pour qu'ils puissent définir qui a quelle part de financement et qui doit donner combien de temps. Parce que les entreprises doivent aussi donner du temps à leurs salariés. Il y a un peu un fantasme qu'en formation en ligne, Je comprends. Très rapidement, votre plateforme finalement est aussi une sorte d'observatoire. Où se trouve, enfin, par rapport de l'Open Classroom, où se trouve la pénurie de talent aujourd'hui? Sur quel métier? Très rapidement, c'est quoi les métiers que vous voyez effectivement en tension par rapport à ou demandés par les participants ou demandés par les entreprises? Oui, Chopin Classroom, c'est un peu comme chez Devenez et Fitech, on se base sur les besoins des employeurs quand on développe nos parcours. Là où il y a à la fois la plus de pénurie, mais aussi des volumes. Donc aujourd'hui, c'est surtout le métier du numérique sur lequel on se concentre, principalement donc sur le digital, data scientist, développeur, marketing digital, aussi d'ailleurs développeur Salesforce, et certains métiers transverses qui ont été impactés par la transformation digitale, comme le métier du commercial, RH ou communication. D'accord. Je note qu'il y a quand même, alors qu'on a beaucoup de problèmes sur le numérique, il y a peu de demandes sur les métiers de la sécurité. La sécurité informatique, si, c'est bien sûr, oui. Je ne l'ai pas cité, mais cybersécurité, c'est un gros sujet, bien sûr. D'accord, parce que je sais que dans le groupe Ionis aussi, ça fait partie des éléments importants. Merci beaucoup, Attila. Michel Sebank, président du groupe Fitech, vous êtes aussi en ligne, il me semble. Michel, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bien Bonjour. Alors, le groupe Fitech, lui, répond directement à la demande, mais d'une façon différente, puisqu'en fait, vous répondez à une demande des entreprises qui vous demandent de former un certain nombre, effectivement, de ressources, et donc vous allez les chercher pour pouvoir effectivement les former. Donc, vous formez entre guillemets à la demande. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce process, ce que fait Fitech, effectivement, cette façon de procéder pour pouvoir répondre à la demande des entreprises. Et puis ensuite, j'aurai certainement d'autres questions à vous poser. Oui, donc Fitech, on a pris le problème par un bout simple, c'est l'information au service de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a décidé de fusionner processus de formation et processus de recrutement. Alors ça, c'était avant le Covid. Avant le Covid, qu'est-ce qu'on avait? On avait un métier en tension, c'est-à-dire des ESN ou des acteurs du numérique qui étaient en forte demande de compétences, d'accord, de talents et de compétences, on va revenir là-dessus. Et qui ne les trouvaient pas. Donc, nous, ce qu'on a proposé à cet écosystème, c'est que vous ne trouvez pas les gens, eh ben, on va les fabriquer. On va partir de gens qui ont de bons prérequis, et puis, en l'espace de 3 mois, en se focalisant sur les compétences nécessaires au métier, et c'est les 3 briques que signalait tout à l'heure Marie Clarousse, c'est-à-dire process et méthode, technologie, comportement. On essaie de mettre ça dans une formation bien construite de 3 mois, en faisant appel aux éditeurs, aux acteurs de ce métier, et aux éditeurs, aux experts, et en ayant un contenu qui tient la route. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que le futur stagiaire sécurise sa formation. Et comment il sécurise sa formation? En ayant l'accord d'une entreprise pour une embauche suite à cette formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se forme plus pour rien. La formation coûte trop cher pour que les gens aillent se former avec leur simple envie de faire. Moi, j'ai envie d'être astronaute. D'accord? C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'intègre une formation d'astronaute? Non, il faut d'abord que j'aille demander à la NASA s'ils veulent bien de moi. Si la NASA veut pas de moi, à quoi ça sert que j'aille faire une formation d'astronaute?
Alors, je caricature, bien sûr, vous l'avez compris. Et, restons européens. En Europe, c'est l'ESA. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut sécuriser son parcours de formation par au moins un acteur du métier sur lequel vous voulez aller qui vous dise vas-y. Si personne vous dit vas-y, vous allez, en tant que demandeur d'emploi ou même salarié, vous allez perdre du temps, vous allez vous investir dans des formations où le marché, où vous n'avez pas peut-être un profil qui correspond. Et juste une parenthèse, un peu de sémantique sur reconversion et reskilling. Tout à l'heure, vous posiez la question. Quelle différence Je ne sais pas si c'était. Pour moi, alors, Oui, tout à fait. sémantique, chacun peut avoir sa décision. Pour moi, reconversion, c'est un comptable qui veut devenir plombier. C'est une reconversion. C'est-à-dire qu'on change de métier. Reskilling, c'est un comptable qui va devenir consultant SAP. Alors, vous allez dire, c'est quoi la différence? Chacun va changer de métier, mais dans le deuxième cas du reskilling, on se sert de ses compétences précédentes. C'est-à-dire les compétences qu'on a accumulées sans avis professionnel sont utiles pour le futur métier. Parce que pour être consultant SAP, d'avoir des bonnes bases en comptabilité, c'est très bien. Donc c'est qui. Alors que pour être plombier, avoir des bases en comptabilité, ça ne sert à rien. Donc reconversion reskilling, je mettrais ça en termes de reskilling, c'est plus une continuité, c'est un nouveau métier, soit, mais en capitalisant sur les compétences qu'on avait avant. Reconversion, c'est saute dans le vide. Alors, j'ai une question, justement. Si la reconversion est un saut dans le vide, comment fait-on pour attirer des personnes ou pour faire connaître le numérique, puisque là, on est sur le secteur du numérique, à des gens qui sont dans un autre secteur et eux-mêmes n'ont même pas une vision du numérique? Comment vous allez aller les chercher, justement? Comment vous allez identifier ces talents dans d'autres secteurs qui ne sont pas ceux du numérique et dont eux-mêmes n'ont même pas idée d'y aller? Alors, il faut être force de proposition, ça c'est clair. Les gens ne savent pas vers quel métier ils peuvent se tourner quand le leur est un peu en difficulté ou n'est plus en tension. C'est-à-dire qu'en fait, pour un poste, il y a 10 000 personnes qui peuvent se présenter. Donc là, on se dit, il faut que je change de métier, ou alors c'est la loterie au recrutement. Et vers quel métier aller? Effectivement, personne n'a une vision de tous les métiers, donc il faut être force de proposition. Et pourtant, il y a. Et c'est à Pôle emploi et à nous de dire aux comptables, tiens, comptable, il y a peut-être plus beaucoup de boulot dans ton domaine, mais tu peux devenir consultant SAP et là, il y a du boulot. Donc, et là, peut-être que le comptable ne savait même pas qu'il pouvait devenir consultant en ERP. Mais à la limite, il faut être force de proposition et il faut oser, pour celui qui veut se reconvertir ou se reskiller, sauter le pas. Mais sauter le pas avec une confirmation d'un expert ou d'un professionnel du domaine dans lequel il veut aller, qui lui dise vas-y. C'est ça qu'on va chercher. Donc nous, notre point de départ, c'est pas de trouver des stagiaires ou des chômeurs, c'est de trouver des intentions d'embauche. C'est ça notre terreau de départ. On va chercher des intentions d'embauche. Une société qui nous dit moi j'en veux 2, moi j'en veux 3 sur le même sujet. Ben, une fois qu'on en a une vingtaine, tiens, ben maintenant qu'on a des intentions d'embauche précises, factuelles et concrètes, sonnantes et trébuchantes, on va aller chercher maintenant les gens, on va aller proposer à des demandeurs d'emploi de certains profils, s'ils veulent intégrer ce métier, et ils l'intègrent avec une formation de 3 mois et un CDI. Mais le CDI est déjà prévu en amont. Ça change tout. Voilà. D'accord. Vous travaillez donc avec Pôle emploi. La question que je me pose en vous écoutant, et d'ailleurs je la poserai aussi à Attila pour Open Classroom, est-ce que ça veut dire que vous avez dans la recherche des talents ailleurs, d'accord, sur d'autres territoires, enfin d'autres secteurs, hein, est-ce que ça veut dire que vous passez des accords avec… alors Pôle emploi a une vision globale et holistique effectivement de l'emploi en France, mais est-ce que vous passez des accords ou avec d'autres organismes des autres secteurs pour aller leur demander qui chez vous effectivement serait intéressé, disponible ou s'est déclaré disponible ou intéressé pour aller vers le numérique, de toute façon pour les former? C'est comme ça que vous fonctionnez? Alors, pour l'instant, effectivement, on a Pôle emploi ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, effectivement, Pôle emploi, au moins la cible, on se sert d'un dispositif qui s'appelle la POI, qui est un dispositif très, très intéressant, qui veut dire préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Beaucoup, chacun de ces mots. Préparation opérationnelle, pas de la théorie, je sais faire le job, à l'emploi, on sait pourquoi on le fait, et individuel, ça veut dire la notion de groupe en formation n'est qu'une notion économique. La formation, c'est une affaire individuelle. Donc, c'est chacun son contrat, chacun son futur employeur, ses prérequis et sa façon d'y aller. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir ça. Maintenant, Pôle emploi nous donne accès aux demandeurs d'emploi, mais tout le monde n'est pas inscrit à Pôle emploi. Et par exemple, un jeune diplômé qui sort d'une des écoles de Ionis et qui, pour une raison ou une autre,
tarde un peu à trouver un job, il ne va jamais s'inscrire à Pôle emploi. Pourquoi? Parce que pour un jeune diplômé, s'inscrire à Pôle emploi, c'est le début de la fin. D'abord, il n'a pas de droit. On s'inscrit à Pôle emploi souvent parce qu'on a des droits à toucher, on a de l'argent à récupérer. Sinon, si on n'a pas travaillé, donc on n'a pas de droit, donc on ne s'inscrit pas. Et c'est vrai que les jeunes diplômés, en manque de travail, sont souvent difficiles à capter parce que ils cherchent à travailler directement, ils ne pensent pas qu'il leur faut une autre formation pour accéder à un job. Et c'est vrai que l'école et la formation professionnelle sont deux mondes qui se complètent. On a besoin des deux. Je vais revenir sur Attila. Attila, vous m'entendez? Je vais vous poser la même question sur Open Classroom. Open Classroom, vous n'êtes pas dédié au numérique, vous êtes plusieurs différents secteurs. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que comment vous faites pour identifier dans les autres secteurs, enfin pour faire du cross knowledge, enfin, du cross-selling en fait, comment identifier dans d'autres secteurs des talents qui pourraient aller vers le numérique et réciproquement? Vous avez mis en place des actions particulières avec des acteurs particuliers rapidement. Hein. Bien sûr. Donc, nous, on a vraiment un peu un marché de deux côtés, un marketplace où on doit à la fois comprendre les besoins des entreprises et puis ce que les candidats veulent et créer une adéquation. De temps en temps, sur certains métiers, on voit qu'il y a beaucoup de tensions côté employeur, mais les candidats sont pas toujours très intéressés. Et au contraire, il y a des métiers où les candidats sont très intéressés, par exemple pour devenir développeur jeux vidéo, il n'y a absolument pas beaucoup d'emplois. Vous voyez, donc nous, l'enjeu, c'est de créer un matching entre là, il y a le plus de pénurie et le plus de volume. Donc là, le digital, c'est quand même le domaine numéro un. Après, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres métiers. Mais pour répondre à votre question, l'approche pour nous, c'est toujours un peu comme disait Michel chez Fitech. On commence toujours avec les besoins des employeurs. Et on va toujours développer le parcours sur la base de là où il y a de la tension et des volumes. Soit on fait du matching entre les besoins des employeurs et les candidats en amont, comme dit Michel. Nous, on utilise aussi l'apprentissage. C'est pareil. Quand je commence à me former, j'ai déjà un contrat avec un employeur, donc c'est formidable. J'ai déjà un job. Soit on le fait pendant la formation, soit après la formation, mais il faut qu'on fasse le matching entre ce que recherchent les employeurs et ce que recherchent les candidats. Sinon, il n'y a pas d'insertion professionnelle et on n'a pas fait le job. Ok. Michel, je reviens vers vous. Michel, je vais vous poser aussi la même question que j'ai posée à Attila. Vous avez vous aussi une bonne visibilité des métiers. Où se trouvent les métiers en tension, les métiers qui sont effectivement le plus demandés par les entreprises aujourd'hui, vu de votre prisme? Alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir balayé tous les... En toute humilité. En toute humilité. Ce qu'on observe, alors nous, les infos, on les a par les syndicats professionnels, par les éditeurs. Les éditeurs sont souvent au cœur de certains métiers. C'est-à-dire dans chaque métier, en tout cas dans l'IT, il y a des éditeurs comme Salesforce ou autres qui chapeautent, on va dire, le métier complet parce que leur brique technologie est hyper importante dans le métier. Et donc, dans les métiers en tension, aujourd'hui, ce qu'on présente, il y a deux grandes catégories. Il y a les métiers du numérique. Alors dedans, vous l'avez dit, effectivement, avec les métiers liés à la sécurité, à la data. On n'en a pas encore parlé, mais la data est un monde, comment dire, un état dans l'état. C'est-à-dire que c'est énorme les débouchés et les dérivés de. Alors tous les métiers de consultant big data, data analyst, data scientist, voilà. D'ailleurs, là, on attend, je lance un appel, on attend beaucoup les jeunes diplômés, ou même pas jeunes diplômés d'ailleurs, mais qui viennent des domaines scientifiques. Souvent, quand vous avez un doctorat de mathématiques, bon, quel job je vais faire, c'est compliqué de trouver un job, à part la recherche, bien sûr, ou le professorat. Mais si on veut faire des recherches du professorat, ben, ces jeunes scientifiques, on les attend dans le monde de l'IT. Donc, sécurité, data. Après, les métiers de la transformation digitale, les acteurs de la transformation digitale, parce qu'il y a aussi les métiers impactés par la transformation digitale, ce qui est différent. Exemple, les métiers de la transformation digitale, c'est des gens consultants qui sont capables d'implémenter du ERP, du CRM, voilà, des outils de transformation digitale. Donc ces gens-là, c'est des métiers numériques. Et puis il y a les métiers impactés par le numérique, c'est-à-dire que, par exemple, on sait que demain, les vendeurs vont devenir des e-vendeurs. C'est qu'on ne pourra plus vendre à l'ancienne, au porte-à-porte, en prenant rendez-vous par téléphone à des gens en allant le voir. Non, la vente, ça va être l'activation des réseaux sociaux, l'activation de Google. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais aujourd'hui, il y a le marketing qu'il fait pour des vendeurs qui restent des vendeurs traditionnels. D'accord. C'est le vendeur qui va passer
voyez ce que je veux dire? Qui n'est pas aujourd'hui. Tout à Dans fait. un magasin, un vendeur, il attend que le client rentre. Demain, il ira le chercher sur son PC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Tout ça. à fait. Merci Michel. En fait, quand on s'était eu pour préparer cette réunion, on m'avait dit il faut arrêter de chercher le mouton à 5 pattes, il faut chercher le mouton à 4 pattes, puis il faut lui mettre une 5e patte. Enfin, en 2 mots, il faut le fabriquer, véritablement. Oui, le mouton à 4 pattes, très bon. Qu'est-ce que Ouais. c'est qu'un talent? Là, on pourrait revenir sur la notion. C'est quoi un talent? Alors, dans certains cas, on croit que le talent, c'est celui qui connaît Java. Non, un talent, c'est une belle personne avec justement des énormes soft skills, avec une dynamisme, un enthousiasme. Voilà, c'est ça un talent. Après, on parle de compétences, oui, mais la compétence, ça s'acquiert. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné chez une personne, ça s'acquiert. Il suffit de l'acheter. Donc, Nous sommes d'accord. elle passe bien avec la belle laine et on lui grattera une 5e. Ouais. Nous sommes d'accord. Alors, merci beaucoup Michel et Attila. Ce que je vous propose, c'est passer avec Emmanuelle Larocque, hein, qui est déléguée générale fondatrice de Social Builder. Emmanuel, je reviens vers vous. Hein. Vous avez fait l'ouverture et très gentiment, vous avez accepté effectivement de faire ce lien entre les 2 webinaires. Il y a un gisement de talents qui sont les femmes pour aller vers les métiers du numérique. Et là, effectivement, on a vu dans les 2 témoignages qu'il y avait eu la semaine dernière que la reconversion se fait des autres métiers. Une, c'était vers le marketing, l'autre, je me souviens plus trop, effectivement, aller vers le numérique. Comment est-ce que vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit et quelles sont les solutions que Social Builder met en place justement pour aider ce gisement de talents à aller vers le numérique et répondre aux problématiques de pénurie? Donc, en fait, nous, on est un acteur qui travaillons pour un numérique inclusif. Et donc, dans cette perspective, on a un métier qui est celui justement de Michel ou d'Attila, qui est de créer des parcours de formation en réponse aux besoins du marché. Donc, on est vraiment dans cette même logique, avec les mêmes dispositifs, que ce soit la programmation opérationnelle à l'emploi ou que ce soit via des financements Pôle emploi, pour vraiment aider les demandeurs d'emploi et plus spécifiquement pour nous, les demandeuses d'emploi, à retrouver un métier, retrouver un emploi sur lequel on va développer des compétences activables. À la différence, je dirais, d'une école digitale un peu traditionnelle, c'est que nous, on intègre l'amont. On va vraiment travailler sur faire connaître les métiers, engager les femmes dans ces parcours de formation. Et ça fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas sur ce travail proactif d'aller engager les femmes, de les connecter aux réseaux existants, que ce soit les réseaux professionnels du numérique ou les réseaux, je dirais, de la formation et de la reconversion professionnelle, elles sont aujourd'hui peu exposées à l'évolution des métiers ou la création de ces nouveaux métiers. Pas parce que l'information va moins vers elles, si, parce qu'elles sont un peu moins quand même connectées au réseau. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a encore cette rupture culturelle qui fait que les femmes sont encore moins identifiées et du coup s'identifient moins à toute cette transformation. Donc nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on va dessiner des parcours qui vont intégrer l'engagement, la promotion des métiers, la formation aux compétences professionnelles jusqu'à l'insertion professionnelle. Et sur cette partie amont, qui est fondamentale, il y a encore trop peu d'acteurs qui travaillent sur cet amont. Ça ne suffit pas de marketer sa formation en parlant des langages ou des nouvelles technologies qui sont intégrées pour être vraiment au plus près des besoins des entreprises. Il est nécessaire vraiment d'incarner les métiers. Il est nécessaire de présenter une image inclusive des formations, du milieu professionnel et de parler spécifiquement aussi aux femmes de telle manière à ce qu'elles s'identifient et qu'elles vraiment comprennent que ces univers sont pour elles. Du coup, nous, on a designé tout un tas de solutions sur cette partie amont spécifiquement, sur la partie formation, insertion, voilà, avec les différents témoignages, voilà, on travaille de la même manière. Hein, mais sur la partie amont, on a 2 briques importantes. On a développé un chatbot qui va bientôt être une web app, où en fait, justement, on va permettre via les réseaux sociaux, via Pôle emploi et tout un tas d'actions très terrain vers les femmes, donc là où elles sont présentes, des campagnes on va de la campagne d'affichage dans des supermarchés, des transports en commun, des crèches, jusqu'à on va dire des campagnes spécifiques sur des sites où les femmes sont assez présentes, comme du service du e-commerce, de l'achat de vêtements. On va les amener à s'intéresser via un chatbot à ces métiers. On va leur présenter les différentes filières de métiers et après, on va faire des petits tests pour leur permettre d'identifier là où elles ont des appétences jusqu'à les amener pas à pas
vers les offres de formation et d'insertion professionnelle dans leur territoire. Alors, ça peut être du distanciel avec les solutions Open Classroom, mais ça peut être aussi du présentiel pour des femmes qui aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement présentiel pour se sentir aussi un peu engagées dans un réseau. Ça, c'est Adabot. C'est Adabot qui existe depuis 2 ans et qui fait référence, on va dire, toutes les solutions et qui permet aux femmes un peu de naviguer. Et la deuxième solution qu'on a mis en place vraiment en partenariat avec Pôle emploi, c'est une solution qui a un parcours de 5 jours de formation. C'est des sas de formation qui permettent aux femmes de renforcer des compétences, je dirais human skills, compétences transverses dont on a parlé, quelques compétences cibles techniques pour comprendre l'univers technologique, jusqu'au projet professionnel, en leur présentant les différentes filières et on les amène jusqu'à la porte des formations. Ça s'appelle Horizon numérique, c'est 5 jours de formation et avec Pôle emploi, on est la 2e édition et on va former 800 femmes sur l'Île-de-France sur 4 mois qui après iront taper la porte des autres écoles digitales pour se former à un métier. Et aujourd'hui, on a besoin sur la question de la transition et de la mobilité dans l'économie d'investir fortement sur faire comprendre où sont les opportunités et comment vont se transformer les métiers et accompagner pas à pas jusqu'à en fait il y ait le déclic et l'envie. Parce que l'envie est culturelle et on doit investir sur l'envie. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc là, ce que je propose maintenant, c'est, on a vu des écoles, on a vu effectivement des organismes qui accompagnent. Merci, Emmanuel, accompagnent effectivement très en amont, mais sur toute la chaîne. On a quand même le plaisir d'avoir parmi nous à cette table ronde un organisme une organisation, en l'occurrence la ville de Paris, qui a mis en place de manière efficace une approche de formation particulière avec Paris Code. Karine Salofkost, vous êtes en ligne avec nous. Oui, mais le son. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette initiative qui finalement rebondit sur tout ce qui vient d'être dit, aussi bien effectivement par Marie, Attila, Michel et Emmanuel. J'ai l'impression effectivement que tout ce qu'ils disent, vous l'avez mis en œuvre d'une certaine manière dans Paris Code. Oui, et d'ailleurs, on l'a mis en œuvre avec eux, puisqu'ils sont partenaires de Paris Code. Donc, ce qui est en effet intéressant, c'est que il y a à peu près 6 ans, enfin au début de la précédente mandature, il y a eu le souhait vraiment de revoir nos politiques de l'emploi. La ville de Paris, nous, on travaille sur l'employabilité des Parisiens, on essaye de l'améliorer, parce qu'évidemment, l'employabilité des citoyens d'un territoire, ça fait partie de son attractivité. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'en effet, nous, on avait une politique d'achat de formation, quelque chose d'assez, je dirais, classique. Nous-mêmes, on définissait de façon peut-être un peu autoritaire ce qui nous semblait intéressant d'acheter comme formation. Et ensuite, on donnait des bourses aux Parisiens qui entraient dans ces formations. Enfin, des dispositifs, au fond, assez similaires à ce qu'on peut trouver aussi à Pôle emploi. Et donc, on s'est dit, non, d'abord, on est une collectivité locale, on a des acteurs sur notre territoire, et donc comment on peut travailler avec tous ces acteurs. Il y a une chose importante qui a été dite aussi, c'était de partir de la demande des employeurs. Et en fait, le constat qu'on a fait à l'époque, c'est qu'il y avait un manque crucial de personnes formées, employables dans le secteur du numérique au sens large. Donc, on voit que ça regroupe plusieurs types de métiers. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à former, on s'était donné l'objectif de 2000 personnes par an dans ce secteur. Et on s'est dit, il faut qu'on le fasse différemment. D'abord parce que le numérique, on voit bien, il y a plein de métiers différents, avec assez spécifiques. Et donc, on peut pas, nous, on n'est pas à même de savoir exactement dans le détail, est-ce qu'il faut plus de personnes, formées en graphisme, enfin bref. En sécurité informatique, enfin voilà. Donc, on s'est dit, du coup, il faut bâtir ça ensemble, d'où l'idée de former un appel à projet qu'on a co-construit en fait avec les employeurs, avec les acteurs de la formation continue, et en demandant à ces acteurs, au fond, de nous proposer des choses innovantes et qui, finalement,
prennent en compte tous les constats qui ont été faits là. C'est-à-dire de dire, on voit bien que les soft skills, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas la confiance, ils pensent même pas qu'ils vont pouvoir faire un autre métier, alors qu'en réalité, ils ont tout à fait les capacités. Ils ont parfois, comme ça a été dit, comme Michel Séban l'a bien dit, ils ont parfois pas conscience des métiers qui sont possibles. Tout bêtement, ils les connaissent pas, ils connaissent pas ces offres. Donc, une fois qu'on a recensé les offres, on s'est dit, il faut aller voir ces gens, il faut leur expliquer quelles sont les possibilités, et puis ensuite les accompagner vers ces métiers. Et donc, on a bâti Paris-Code. Au départ, ça a été un pari, on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Et en fait, ce qui a été assez magique dans cette histoire, c'est que finalement, tout le monde s'y est retrouvé, à la fois les employeurs, à la fois aussi les organismes de formation qui nous ont dit eux-mêmes, on a aussi même l'AFPA qui nous a dit, vous avez fait bouger nos lignes, on a réalisé qu'il y avait des choses, c'était trop rigide, voilà. Et donc, on a inventé au fond des formations qu'on pourrait dire, alors j'aime pas, comme vous l'avez déjà dit, mais j'aime pas trop le terme formation, mais en tout cas des outils mis à disposition des Parisiens, des outils de reconversion, avec, souvent sur des modules plus courts que de la formation classique, et qui ont permis, donc on n'est pas tout à fait à nos objectifs, mais on est à quand même 1000 personnes par an formées dans ce secteur. Et par ailleurs, sur le même modèle, du coup, on a développé d'autres briques comme Paris Fabrique, et là où on est vraiment sur les métiers de demain, de la réparation, autour des green tech, etc. Voilà. Ouais. Donc, de manière très... Ça fait combien de personnes par an que vous formez, rappelez-moi? Sur Paris-Code uniquement, on est un peu plus de 1000. On est à 1200, on n'est pas à 2000 aujourd'hui. D'accord, c'est un beau programme qui met en application tout ce qui vient d'être dit. Je voulais néanmoins, Yves, je crois que vous souhaitez nous parler de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et notamment l'instauration du compte personnel de formation qui, pour vous, sera un véritable progrès, parce que là, on parle effectivement de pas mal de choses. Vous voulez m'en dire quelques mots, de réagir quelques mots par rapport à ce sujet-là? Oui, effectivement. Enfin, tout à l'heure, vous m'aviez présenté, c'est logique, comme un acteur de la formation initiale. Alors, c'est vrai que nous avons une activité de formation continue. Nous avons une filiale qui s'appelle Secursphère, qui a initialement travaillé sur la formation continue en cybersécurité, mais qui progressivement a élargi son champ d'intervention. Et c'est vrai que la loi sur la formation professionnelle a eu un effet au départ plutôt négatif sur le marché de la formation continue, parce que les entreprises ont dû trouver le temps de s'approprier le nouveau dispositif, les acteurs ont dû se mettre en place. Mais vu de notre fenêtre, désormais, par l'approche compétences, par la modularité des formations qui sont demandées, par le fait aussi le nouveau dialogue entre le salarié et son entreprise sur son compte personnel de formation, on constate que cette loi est effectivement une opportunité, enfin je pense pour tout le monde, c'est-à-dire pour les salariés évidemment, pour les entreprises et pour les organismes de formation continue comme les nôtres, de développer des formations beaucoup plus modulaires, et ce qui correspond en plus, je pense, assez bien au domaine du numérique, dans lequel la modularité est possible, et ce qui correspond aussi assez bien au passage au distanciel. Je terminerai peut-être juste là-dessus en disant, c'est vrai qu'on a aussi tous appris un peu plus à travailler en distanciel. Alors, Open Classroom n'a pas attendu la crise sanitaire pour travailler en mode distanciel. Pour nos établissements brick and mortar historiques, c'était un peu plus compliqué, mais là, je crois que ce qui s'est passé au printemps nous a sérieusement fait progresser dans l'utilisation du distanciel et du numérique, ce qu'on va évidemment utiliser et commence à utiliser en matière de formation continue. Et dans ce cadre-là, effectivement, pour reboucler sur votre question, la loi sur la formation professionnelle est également un levier, je pense, de l'accélération du marché du reskilling ou du upskilling. Et donc une opportunité pour nos écoles. Merci. Merci. Alors, avant de passer la main à Soumya Manimbaum pour conclure, j'ai néanmoins une petite question concernant le plan de relance du gouvernement, puisque là on parlait de la loi, donc restons effectivement dans ce domaine-là. Le plan de relance du gouvernement prévoit 7 milliards d'euros pour le numérique. Alors, en une phrase, Attila, Emmanuel, Michel, en une phrase, pour vous, quel est l'impact sur la partie formation? Attila, je vais commencer par vous. Alors,
On a toujours un petit peu en attente sur la partie formation des salariés, notamment la reconversion pour les salariés, anciennement congé individuel de formation, maintenant CPF de transition. C'est pas tellement un problème de financement qu'un problème de fluidité. Par contre, là où le gouvernement a fait des choses intéressantes, je trouve, c'est sur l'alternance. Dans le cadre de leur plan à destination des jeunes, il y avait une enveloppe de 6,5 milliards. Et là, du coup, ils ont annoncé un plan de relance de l'apprentissage et de l'alternance où il y a un bonus de 5 à 8 000 euros versés pour une entreprise qui recrute un alternant. Et ça, c'est formidable. Il y a aussi une prise en charge de la formation des alternants qui n'ont pas trouvé un employeur. Pendant 6 mois, le gouvernement paye d'ici février les frais de formation en alternance des alternants qui n'ont pas d'employeur. C'est quand même sans précédent. Donc, il y a quand même du positif. Merci pour l'information, parce que je pense que beaucoup ne le savaient pas. Michel, est-ce que vous voulez réagir aussi de manière très courte, hein, parce que il faut que ensuite je passe la parole à Soumia pour qu'elle puisse conclure. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce plan, c'est qu'il y a deux choses qui me paraissent essentielles et un bon choix. Alors, c'est pas politique, bien sûr. C'est le premier, qu'on mette l'accent sur ceux qui ont vraiment besoin de formation, c'est-à-dire demandeurs d'emploi et salariés en danger. Pour moi, c'est la même chose. Un salarié en danger, c'est ce qu'on appelle par exemple des intercontrats ou des gens qui sont salariés et qui n'ont pas de boulot. C'est évident que c'est l'antichambre de Pôle emploi. Donc les deux, tout est mis sur ces populations-là spécifiques. Ça, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est l'accent qui est mis sur le numérique et la green tech. Les bassins d'emploi sont là. Les bassins sont là et pas ailleurs. Enfin, en tout cas, l'effort étatique qui doit être fait sur ces sujets-là, parce que il y a encore beaucoup de choses à créer. Il y a une prise de conscience Est-ce que pour vous, il y a une prise de conscience vous répondez par oui, pardon, hein, très court, mais une prise de conscience effectivement du gouvernement de l'importance du numérique dans l'économie. C'est ça que vous traduisez en fait. L'économie, dans la vie, ça va plus loin que l'économie. Nos usages, nos trucs, donc tout va être impacté, bien sûr. Et Emmanuel, de votre côté, que pensez-vous effectivement de l'impact sur la formation de ce plan de relance, hein? Donc moi je rebondirais sur ce qu'a dit Attila sur l'apprentissage. C'est une avancée. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se cantonne à l'apprentissage et non pas à l'alternance de manière plus globale. Donc on a des limites d'âge importants, et donc ça veut dire que les salariés en reconversion, et notamment les femmes qui sont plus diplômées que les hommes, ne vont pas vraiment bénéficier de ce changement. Et je pense qu'en matière de réorientation, il faut aussi voir que la moyenne d'âge de la réorientation, elle est plus de 35-40 ans. Donc ça va pas beaucoup nous aider sur notre sujet. Le deuxième sujet, c'est que sur les 300 millions qui vont être dédiés à la formation numérique, j'aimerais bien savoir quelle va être la part qui va être vraiment octroyée aux femmes, puisqu'il n'y a pas une approche, je dirais, par public et genrée de cette réforme. Ça peut paraître accessoire, mais encore une fois, aujourd'hui, la formation au numérique bénéficie qu'à entre 25 et 28% aux femmes. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas bénéficier de cet appel d'air. Je comprends. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de ce webinaire. Il nous reste à peu près 10 minutes. Ce que je propose maintenant, c'est d'écouter Soumia Malimbaum. Excuse-moi, Soumia. Soumia Malimbaum est présidente de la commission formation et reconversion du Syntec numérique. Soumia, par rapport à comment dirais-je, tout ce qui a été dit au cours de ces échanges, de nombreux thèmes sont apparus. Comment est-ce que vous réagissez donc à tout ça, et comment est-ce que vous resituez les différents thèmes par rapport aux actions du Syntec numérique, puisque vous en êtes président de la commission formation et reconversion? Très bien. Écoutez, merci à tous et à toutes de m'avoir convié. Beaucoup d'informations très riches. Je pense que toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui ont pu apprendre beaucoup d'informations, parce qu'à la fois il y a une complexité et à la fois il y a un vrai enjeu de formation, et j'appelle même moi aujourd'hui dans mes différents discours à un plan Marshall aujourd'hui de la formation. Le Syntec en quelques mots, et après je ferai effectivement quelques remarques sur les interventions. Donc c'est l'organisation professionnelle du secteur du numérique, hein, qui regroupe effectivement les éditeurs, les ESN et les ICT, donc les entreprises conseils en technologie, qui ont d'ailleurs le plus souffert de la crise. C'est un peu moins de 550 000 emplois du secteur en 2019, et on a recruté un peu plus de 24 000 personnes en 2019.
Mais pour l'ensemble du secteur, c'est plus de 4% de croissance. Ça, c'était évidemment avant le Covid. Et donc, effectivement, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, ce que je voudrais simplement, c'est faire des petites remarques sur ce qu'a dit Yves Poilane, qui était très intéressant sur la formation initiale. Finalement, il y a un sujet qui est de dire que l'urgence, le temps académique et le temps économique est peut-être un peu à rapprocher, puisque la notion de garantie de certificat et de diplôme aujourd'hui est quand même qui existe bien auprès des grandes écoles. Et cette notion de certification aujourd'hui est peut-être à repenser vu l'urgence. Donc ça, c'était un peu sur la formation, je dirais, initiale, mais aussi continue. Sur ce que disait Marie, et effectivement, je suis dirigeante dans une ESN, Kerus, et on a créé également une école qui s'appelle Kerus Learning Experience. L'appétence et les soft skills, c'est ce qui va aujourd'hui prédominer, puisque les compétences sont assez finalement, en tous les cas pour nos entreprises, assez facile à former. En tous les cas, le plus dur, c'est le changement culturel. Enfin, c'est l'approche un peu culturelle de l'apprentissage et du recrutement qui va falloir mobiliser, surtout après le Covid, puisque on va chercher, comme vous le disiez Marie, des gens qui savent et qui ont envie d'apprendre. Et c'est bien ça, les deux enjeux, c'est de pouvoir, y compris auprès de nos salariés, c'est l'envie et puis la capacité. Donc, comment définit-on ces soft skills? Et là, je reviens justement à l'environnement académique qui s'est-il emparé justement de cette dimension soft skill aujourd'hui, en dehors des compétences technologiques et des cursus académiques souvent voilà, qui se réinventent, mais qui restent encore figés. D'où d'ailleurs notre association Talents du numérique, qui regroupe un peu plus de 100 écoles d'ingénieurs et qui est financée par les entreprises de services numériques pour co-construire justement cet avenir académique, puisque si tout se transforme, il faut aussi considérer qu'on se transforme aussi, nos métiers se transforment. Et évidemment, le monde académique doit se transformer aussi. D'ailleurs, il est considérablement disrupté, comme on sait. Open Classroom, eh bien, évidemment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette notion d'hybridation, de décloisonnement, la manière dont on peut faire travailler des experts mentors en respectant, et il l'a dit, la certification académique. Simplement, je voulais préciser que la finalité finalement d'une formation, c'est l'employabilité, mais pas à travers un CDI ni un CDD, puisqu'il y a aussi cette transformation aujourd'hui du travail qui va aussi permettre à ces gens qui se forment de devenir leurs propres employeurs, de devenir des freelances, de devenir des indépendants, de devenir des auto-entrepreneurs. D'ailleurs, le plan de relance finance aussi la formation numérique pour les auto-entrepreneurs. Donc, c'est important de garder en tête que la formation, l'employabilité, c'est pour des entreprises, des entreprises publiques et privées, mais c'est aussi pour créer son propre job. Et ça, c'est aussi important. Et puis ensuite, ce qu'a dit Michel Fiteg, mais évidemment, ce n'est que du bon sens. Parce qu'effectivement, les dispositifs que nous utilisons aussi, enfin, je vous expliquerai, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Rapidement, effectivement, nous, sur le grand dispositif qui s'appelle Numérique Emploi, qui est un dispositif qui est plutôt, en fait, une approche organisationnelle pour décloisonner tous les acteurs aujourd'hui qui sont mobilisés sur la formation des demandeurs d'emploi, avec des dispositifs de financement type POI, POEC. Nous aussi, nous avons travaillé sur le local. Le Grand Est, aujourd'hui, c'est une de nos belles références puisque c'est 500 emplois depuis 6 ans qui débouchent sur des CDI à 90%. Donc là, on met autour de la table mais toutes les parties prenantes, la Direct, la région, le pôle emploi, les OPCO, évidemment, très important, les entreprises du Syntec numérique, mais pas que, et puis les prestataires comme Fitec, entre autres, pour justement former au plus près des attentes de l'entreprise. Et puis, juste pour terminer dans ce
dans ce VAROP, c'est effectivement Emmanuel Larocque est là tout à fait d'accord, puisque nous avons nous-mêmes lancé un manifeste sur la reconversion des femmes. Aujourd'hui, plus de 140 entreprises ont signé ce manifeste avec des actions très ciblées, et elles devront rendre compte d'ici quelques mois sur la reconversion de ces femmes qui ont effectivement la double peine, c'est le triple plafond de verre, on est d'accord, on est femme, on est senior, puisqu'on est dans le numérique, on est senior à 40 ans, donc on parle de la reconversion, c'est 40 ans. Et on imagine les reconvertir dans les métiers du développement, les consultants, chefs de projet, testeuses, marketing digital, data analyst. Et ça aussi, à Pharmac Numérique, on est très, très, très mobilisés. Alors, il me reste peut-être quelques minutes pour parler du Syntec. Donc, le numérique emploi, je ne sais pas si je dois m'arrêter parce que je te vois sourire. Non, très bien. Très bien. Je pense que tout le monde sera d'accord pour laisser quelques minutes. La discussion était très intéressante, donc profite des quelques minutes restantes. Le numérique emploi, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement pour les personnes des demandeurs d'emploi et pas accessible aux salariés. Nous avons mis en place un dispositif bien avant la crise du Covid qui s'appelle Numérique Actif. Et là, on est pour la sauvegarde des emplois, effectivement, qui devient prégnant et totalement évident aujourd'hui, puisque le nombre d'emplois à sauvegarder, c'est finalement le nombre d'emplois que l'État sauvegarde aujourd'hui à travers l'activité partielle qui va être annualisée sur tous les secteurs protégés, mais également dans le secteur du numérique. Il faut savoir que nous, on a mis à peu près 30%, tous les secteurs confondus, 30% de nos effectifs à peu près en chômage partiel. Aujourd'hui, on est redescendu à 20%, mais les conseillers en technologie qui font partie des filières sinistrées comme l'aéronautique, l'industrie automobile, les ICT, eux, aujourd'hui, sont en souffrance. Et donc, notre programme aujourd'hui, c'est de travailler en intra-sectoriel. C'est, voilà, au niveau du secteur qui sont les ICT, et pour le coup d'aller upskiller des ingénieurs qui étaient dans le domaine de l'ICT vers les ESN et les éditeurs. Voilà, les ICT recrutaient presque 2000 personnes par an, ils se sont engagés à recruter 4000 jeunes diplômés. En fait, c'est un peu, les ICT s'engagent à recruter des jeunes diplômés à condition effectivement qu'on les aide à upskiller leurs ingénieurs. Je vous donne un exemple dans l'industrie, par exemple, les secteurs de l'énergie. L'industrie pétrolière aujourd'hui est en grande difficulté, on vient de voir encore hier avec Total, c'est de former, de reconvertir au nucléaire qui n'est pas très green, mais avant de trouver les métiers du green, en tous les cas reconvertir au nucléaire aujourd'hui des ingénieurs R&D qui étaient dans le champ pétrolier. Et ça à travers un upskilling de 100 à 300 heures. Donc on est sur des métiers déjà d'ingénieurs, mais ceux-là aussi sont en risque de chômage si on ne les maintient pas dans l'emploi. Et puis, le dernier point, c'est l'intersectoriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce plan de reconversion qui s'appelle Numérique Actif, pour nous, c'est de la reconversion en termes de mobilité. C'est comment on va aller reconvertir, comment on va mettre en place des dispositifs pour reconvertir des personnes qui sont dans la banque ou l'assurance. On va aller au plus près puisque l'OPCO Atlas aujourd'hui regroupe 13 branches, dont le numérique bien sûr, mais le secteur de la banque et le secteur de l'assurance. Et nous sommes en train d'aller voir les différentes fédérations pour aller voir comment est-ce qu'on peut reskiller effectivement, que ce soit des comptables, tous les métiers de certains secteurs vers les nôtres, et ça s'appelle de la GPEC intersectorielle, pour reprendre une terminologie très technique de Naïla. Mais voilà, donc beaucoup d'innovation. Le plus important, je dirais, c'est l'impact. Au bout du compte, ça va être quel impact on va pouvoir donner à tout ce que l'on fait, parce qu'au bout du compte, c'est effectivement cette employabilité, donc c'est des CDI, c'est des CDD, mais c'est aussi de l'emploi durable ou moins durable, mais en tous les cas de l'emploi qui perdure dans un environnement de travail qui change et avec des gens qui n'ont pas envie de travailler toute leur vie, tout le temps, comme les générations précédentes ont pu le faire. Donc, il faut mettre ça dans un dispositif aussi qui est en mouvement. Et voilà, des métiers changent, mais les modes de travail changent aussi. Merci Soumia, mais je vais prendre, alors je m'excuse pour les gens qui sont à distance, mais je vais quand même prendre une minute supplémentaire pour poser une question à Soumia qui nous a été posée par chat. En fait, il y a une réaction ou une question. La réaction, c'est,
les entreprises sont toujours frileuses pour, donc ça te concerne, Soumia, les entreprises sont toujours frileuses pour recruter des personnes qui sont formées sur des métiers en tension, mais qui sortent du profil classique, c'est-à-dire Bac+5, les problématiques de tranche d'argent, etc. Donc c'est un constat que cette personne fait. Et donc elle pose la question, comment repérer les entreprises plus ouvertes? Alors, aujourd'hui, on a mis en place au Syntec, on le sait, notre secteur a été pendant très longtemps, bon, c'est un secteur élitiste, puisqu'aujourd'hui, 99% des profils qu'on le recrute, ce sont des ingénieurs, Bac+4, Bac+5, on leur offre des CDI, donc aujourd'hui, c'est presque le Graal aujourd'hui. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'être dans une démarche beaucoup plus responsable, plus inclusive, et d'être en capacité d'ouvrir à toutes les populations, donc avec tous les dispositifs dont on a parlé. Donc, mais en fait, je ne me souviens plus de la question. Excuse-moi. La question, c'était comment repérer les entreprises plus ouvertes, justement. Justement, toutes les entreprises adhérentes du Syntec, mais ça passe par Capgemini, mais aussi Kerus et les plus petites, on est 2000 aujourd'hui adhérents d'entreprises, sont en principe ouvertes à recruter des personnes formées, bien sûr, puisqu'il faut les former, sauf quand ces entreprises ont elles-mêmes intégré cette formation interne des hard skills en ayant cette capacité de recruter des gens qui viennent d'autres formations, d'autres cursus. On disait qu'effectivement, l'université forme mal, c'est ce que disait Attila, mais justement, déjà, aller recruter des universitaires, c'est déjà aussi une ouverture du vivier pour nous. Recruter des universitaires d'autres comment dirais-je, formations, les humanités notamment, et pas uniquement les cursus technologiques, pour ensuite les former à des métiers, effectivement, de concepteurs, de chargés de mission, de PMO. Il y a énormément de métiers qui sont ouverts aujourd'hui. Effectivement, les métiers en tension sont les métiers de cyber. La data, évidemment, à toutes les sauces, data science, data architecte, data analyst. Par contre, ce sont les entreprises qui peuvent peut-être avoir aujourd'hui une certaine maturité à comprendre ces sujets, donc il faut aussi les accompagner, il faut acculturer aussi les entreprises. L'IA, tous les métiers du cloud, 10% d'augmentation sur le marché du cloud en un an, et tout ce qui est évidemment développement, programmation, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que start-up. Écoutez, merci beaucoup Soumia, merci à tous les panélistes. J'aurais encore plein de questions, mais je ne vais pas remettre 1 euro dans la machine, sinon je crois qu'on est parti en discussion pour encore une bonne heure. Hein. J'ai plein de questions effectivement derrière. À tous qui avaient assisté à ces 2 webinaires, je vous remercie beaucoup. Le cycle RH du G9+, continuera à organiser alors à distance ou en présentiel, nous verrons effectivement en fonction de l'évolution sanitaire, des conférences de ce type sur des sujets. Je crois que le sujet de la reconversion n'est pas clos. Il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine session, certainement pas en fin d'année, mais plutôt en début d'année prochaine. À bientôt et merci à tous et merci à tous les panélistes.